Bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Bonjour mademoiselle. Merci d'accorder cette interview à Sorbonne. On va avoir un certain nombre de questions à vous poser qui touchent de près ou de loin la jeunesse. Donc tout d'abord, première question, comment pensez-vous être perçu par les jeunes? Et si certains ne vous connaissent pas, qui est Nicolas Dupont-Aignan? Vous savez, c'est impossible de savoir comment on est perçu. Ça dépend aussi de tellement de facteurs. Les opinions des jeunes. Alors, qui est Nicolas Dupont-Aignan? Un homme politique sincère, qui a toujours fait passer ses convictions et sa liberté avant les appareils politiques et les conformismes. Voilà. C'est comme ça que vous pensez être perçu? Alors non, c'est pas comme ça que je pense être perçu. Vous me dites pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pas la même chose. Donc, on a tourné un micro-trottoir donc chez les différents campus de la Sorbonne et on a retiré les réactions qui nous paraissent le plus représentatives. Ah bah, qui vous paraissent déjà vous filtrer. Je sais pas trop. Loup solitaire. Non, je connais pas. Comment? Dupont-Aignan. Insignifiant. Gaulliste. J'ai rien à dire sur lui parce que je connais pas trop. Moyen. Inexistant. Ça va. Lui, j'aime bien. Inconnu. Mais pas inconnu parce que je ne connais pas inconnu pour le grand public. Des réactions sur ce... Oui, soit vous savez, déficit d'image ou le fait qu'on moi, ne ça m'amuse toujours le déficit d'image dans les codes de popularité. Paris Match, par exemple, l'IFOP. Je suis au-dessus de Nicolas Sarkozy, au-dessus de Marine Le Pen. Je suis 25e sur 50 et j'ai 35% de popularité et 80% de notoriété. Alors, on peut prendre... Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, ça c'est clair. Il y en a à peu près 20%. Mais moi, je regarde les baromètres et ils sont plutôt bons. En revanche, les journalistes répètent en particulier souvent on ne le connaît pas, mais beaucoup de gens le connaissent. Et on a quand même eu 1 million d'électeurs. Voilà, donc voilà, on n'est jamais assez connu. Mais je préfère ne pas être connu qu'être connu en mal. Donc on va passer à des questions un peu plus longues où vous aurez le temps de développer. Donc on va revenir sur différents points de votre programme, toujours axé sur la jeunesse. Tout d'abord, vous faites constamment référence au gaullisme, vous mettez dans la continuité de Charles de Gaulle. Est-ce que ce personnage qui est historique peut toujours plaire et attirer notre jeunesse? Oui, parce que la liberté, c'est intemporel. Il ne s'agit pas de revenir au temps du général de Gaulle. Mais en revanche, résister au nazisme, et quand la France avait collaboré, dire je vais à Londres et je suis libre, c'est quand même important. Donc la liberté, c'est indémodable. Après, bien évidemment, il ne s'agit pas de reproduire, mais je vois les socialistes, vous savez, les socialistes, Marx, c'est quand même assez ancien, et Lénine, c'est assez ancien pour les communistes. Donc, toutes les pensées, le libéralisme, c'est très ancien, Adam Smith. Donc, toutes les pensées ont des racines. C'est tout. Donc pour vous, la continuité avec Charles de Gaulle, c'est surtout cette continuité de la liberté. Oui, l'esprit de résistance, la volonté politique, le respect du peuple, la liberté. Et on a tellement infantilisé les Français, aliéné les Français, et notamment les jeunes, en leur faisant croire que c'est bien d'être soumis à une mondialisation inhumaine, à des dirigeants non élus, au pouvoir de l'argent. Voilà, donc moi je dis aux jeunes, et aux moins jeunes, à tous les Français, réveillez-vous, vous devez être libres. Mais en faisant référence donc à Charles de Gaulle, il y a ce côté un peu traditionnaliste du coup qui ressort beaucoup chez vous. Non, ça c'est une fausse idée, parce que vous savez, la personnalité préférée des Français, c'est le de Gaulle. Faites des sondages. De très loin devant tous les autres. Du coup, vous avez beaucoup Pasteur et de Gaulle. Vous avez beaucoup de mesures dans votre programme qui prouvent un peu ce côté un peu traditionnel. Donc, par exemple, l'uniforme et la Marseillaise à l'école, la levée de drapeau 1 fois par an. Et donc voilà, vous voulez vraiment qu'on réapprenne ces symboles de la République. Oui, parce que mais la République, c'est pas traditionnel. La République, c'est quoi? C'est qu'on est ensemble, en démocratie, et qu'il y a des droits et des devoirs, et qu'on vit ensemble. C'est pas traditionnel. Vous savez, le grand tort de la pensée unique depuis 20 ans, c'est qu'ils font passer comme ringard ce qui a été une conquête. Mais tout ça, c'est pour aliéner, c'est pour transformer les Français en consommateurs, et non pas en citoyens. Donc pour moi, c'est pas du tout ringard. Et j'assume totalement. Et pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent? Regardez, après les attentats, le nombre de jeunes qui se sont engagés dans l'armée, dans la réserve de gendarmerie. J'ai été visiter et pourquoi je suis la personnalité sans doute une des plus populaires dans les 18-24 ans? Regardez les sondages. Quelles sont les 2 personnalités les plus populaires dans les 18-24 ans? Vous savez qui c'est? Madame Le Pen et moi.
faudra peut-être s'interroger. Donc, si vous voulez, tout ça, ça veut dire quoi? Monsieur Mélenchon aussi, d'ailleurs, est très populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fausse idée de la jeunesse. On plaque une fausse idée, on instrumentalise la jeunesse. Et il y a une grande instrumentalisation de la jeunesse, mais la jeunesse n'a rien à voir avec ce qu'on veut en dire à la télé. Rien à voir. Est-ce que vous pensez du coup cette jeunesse est quand même née un portable à la main, le fait c'est très bien. qu'il y ait l'uniforme, tout ça. Mais ça n'a rien à voir dans tous les pays du monde. Et vous allez à Singapour, vous allez dans tous les pays du monde très modernes. Et un uniforme, j'ai pas dit de mettre les gens avec des galons ridicules. J'ai dit simplement que dans des classes, notamment dans les quartiers défavorisés, l'idée d'avoir un uniforme, un t-shirt, un jean, quelque chose qui évite la différenciation des marques, de l'argent, etc., est peut-être pas mauvais. Et en plus, je ne veux pas l'imposer. C'est sur la base du volontariat par établissement. Donc, moi, je ne suis pas pour imposer. Je suis pour dire, par moment, ça fait du bien. Regardez, même, vous allez aux Antilles françaises, il y a des uniformes. Vous allez en Angleterre, il y en a. Est-ce que c'est des pays qui ne sont pas modernes, ne sont pas ouverts sur le monde? Non, il y a une confusion en France là-dessus. Vous parlez de ne pas vouloir imposer, vous parlez aussi des recrutements militaires qui ont été importants après les attentats. Vous proposez quand même le service civique et militaire de 3 mois obligatoire, cette fois-ci. C'est un peu flou dans le programme, donc d'abord on va juste parler un peu de comment ça se mettra en place, quelles sont les modalités. Alors d'abord, c'est 3 mois de service civique national, filles et garçons. Chaque fille et chaque garçon de France donnera 3 mois à la collectivité et pourra changer. Un choix entre 18 et 25 ans, il faudra trouver les modalités. Donc l'idée, par exemple? Non, ça sera toutes les périodes, puisque l'idée c'est qu'il y a 3 mois. Il y aura une possibilité de faire 3 mois, ça comptera, d'ailleurs ça sera validé dans les études, ça sera une validation, et on apprendra le permis de conduire gratuitement. C'est-à-dire que ça sera l'occasion d'offrir le permis de conduire. Ça sera l'occasion aussi d'avoir une visite médicale importante pour aider les jeunes qui ont des problèmes de santé et qui aujourd'hui ne sont plus examinés à l'école, vraiment. La médecine scolaire a été détruite, avec des grands problèmes de santé publique. Donc, c'est l'idée, comme dans tous les pays du monde, dans beaucoup de pays du monde, qu'on peut donner 3 mois de sa vie à la collectivité et recevoir aussi de la collectivité. Et surtout, ça va décloisonner les milieux sociaux. Ça va permettre aux jeunes bourgeois d'aller voir comment vivent les autres, ça va permettre aux jeunes des milieux ruraux d'aller à la ville, ça va permettre aux jeunes des cités de sortir de leur quartier, de leur environnement. On va brasser. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y aura une option militaire, pour ceux qui le veulent, d'1 an. Parce que 3 mois, ça ne sert à rien dans les armées. Donc, ceux qui le veulent pourront choisir une option militaire d'1 an où ils apprendront un métier, où ils auront autre chose. Voilà. Ça existe dans plein de pays. Il y a même en Suisse, vous savez, c'est tout au long de sa vie, on fait une période de réserve pour défendre la nation. On est acteur de son pays. L'individualisme, chacun pour soi, c'est fini. On est acteur de son pays. On apprend à vivre en commun. Mais donc, vous revenez à imposer quelque chose. Vous l'avez dit vous-même, après les attentats, il y a eu une vague de demandes. Est-ce que c'est pas juste, disons, un effet de communication ou genre où on aurait les jeunes qui y vont d'eux-mêmes de toute façon, ceux qui sont intéressés y vont d'eux-mêmes. Pourquoi l'imposer aux jeunes? Pourquoi revenir à cette... Pourquoi l'imposer? Parce qu'on est membre d'une nation. Et on apprend ce que c'est qu'une nation. Voilà. On n'a pas la sécurité sociale par hasard. Il y a des pays où, jeune fille, vous n'auriez pas le droit de me poser des questions. Parce que vous êtes une femme. On a des valeurs. Ça s'apprend, ça se travaille. Et donc pour vous, ça s'apprendrait pendant ces 3 mois? Mais en tout cas, on brasse les générations. On fait partie d'un pays. On n'est pas simplement un individu, on est un Français. Ça s'apprend. Et puis, ceux qui ne veulent pas, personne n'est obligé de vivre en France. Vous faisiez référence tout à l'heure à cette tranche des 18-24 ans. Elle est aussi connue pour être très abstentionniste. Donc en effet, aux élections régionales de 2015, 70% de cette tranche n'ont pas voté. Et donc vous, dans votre programme, vous proposez de reconnaître le vote blanc. Est-ce qu'à votre avis, ça peut suffire pour que les jeunes retournent aux urnes? Ça peut être important, mais si les jeunes ne vont pas aux urnes, c'est parce qu'aussi on ne leur a pas appris l'importance des urnes. Et c'est la faillite du système scolaire, éducatif. C'est qu'un pays, ça se construit. La Troisième République, elle a construit les enfants de la République. Vous avez fait de l'histoire, vous êtes à la Sorbonne. L'histoire, ça joue. Et vous savez, ça arrange bien les adultes, les plus âgés, que les jeunes ne votent pas. Et si on n'explique pas aux jeunes que c'est leur avenir qui en dépend, ils vont se retrouver très mal. D'ailleurs, c'est eux les premières victimes, ce sont eux les premières victimes de la mondialisation.
Ce sont eux qui ont des stages à 300 €, ce sont eux qui sont au chômage de masse. Et bien sûr, puisqu'ils ne votent pas et que tout est fait pour ceux qui gouvernent. Donc, j'étais même à une époque pour le vote obligatoire. Et puis je ne l'ai pas laissé parce que on m'a dit que c'était compliqué. Mais moi, je vais vous dire, je pense au fond de moi-même que quand on profite de la sécurité sociale, qu'on est soigné gratuitement, ben on devrait être obligé de voter. Sinon, on ne profite pas des avantages de la société. Parce que cette société, il y en a qui décident à la place des jeunes. Et moi, le seul message que j'ai à passer dans cette interview, s'il y a des jeunes qui le regardent, c'est de leur dire prenez votre destin en main, sinon vous ne pouvez pas vous plaindre. Et le vote blanc permettra aussi, avec ma mesure révolutionnaire, si le vote blanc est supérieur à 50%, les candidats du premier tour n'auront plus le droit de se représenter. L'élection est annulée. Et les candidats du premier tour n'ont plus le droit de se représenter. Ce qui permettra aux Français, pas que les jeunes, de dire voilà, c'est toujours les mêmes, allez, on est du balai. On vote blanc et on est obligé d'avoir une nouvelle. Ça pourrait mobiliser les jeunes à aller plus voter du coup, votre vote. Bien sûr, mais je suis même pas sûr, je vais vous dire. Alors je parle franchement, je suis même pas sûr. Je pense que c'est beaucoup plus grave. C'est qu'on a un système scolaire totalement lamentable, qui a détruit le sentiment d'appartenance, qui a nié tout, qui a oublié d'enseigner la démocratie, et que la démocratie, ça s'apprend. Et que ça arrange bien civique, par tout le exemple, monde. qui existe depuis. Oui, mais parce qu'elle n'a pas dû être bien faite. faite, et puis parce qu'aussi le monde politique a été nul, et que quand on a des nuls au pouvoir régulièrement, les gens à un moment ont plus envie de voter. D'ailleurs, c'est aussi le problème de l'Europe, c'est qu'on a transféré le pouvoir à des gens non élus, qui dirigent à la place des élus. Vous élisez Mitterrand, il ne change rien, vous élisez Chirac, il ne change rien, vous élisez Sarkozy, il ne change rien, vous élisez Hollande, il ne change rien. Il faudrait peut-être comprendre. C'est pas un peu. Si, c'est la vérité, c'est que les gens vivent général, mal. Comme non, le chômage a explosé. C'est la même politique. C'est la même politique, c'est la politique de l'Allemagne et de Bruxelles. Alors les gens ils disent à quoi ça sert de voter, puisque de toute façon c'est la même politique. Les usines sont délocalisées, on est toujours plus pauvres, il y a toujours plus d'immigration, et on ne résout pas nos problèmes. Eh bien, les gens, ils disent à quoi servent les hommes politiques. On va plus voter, ils servent à rien. Si je vous écoute, vous donnez un constat très négatif qui... des 20 dernières années, oui. Mais qui n'appelle pas à voter. Comment on ramène ces jeunes? Si, je leur dis, votez pour des gens qui proposent autre chose. Et ce que je dis, c'est que si on veut que les gens aillent voter, il faut rendre le pouvoir à la démocratie, il faut que la démocratie serve à quelque chose. Or, aujourd'hui, c'est plus les présidents qui décident, c'est Mme Merkel et les commissaires européens. C'est des organismes qui ne sont pas élus. Et on a appelé ça l'Europe, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est une escroquerie dictatoriale. Donc, moi je suis candidat pour rendre le pouvoir aux Français. Voilà. Vous venez de parler de l'Europe, donc qu'est-ce que vous voulez faire justement avec cette Europe? Vous voulez la remodeler, vous êtes la fin aussi pour le système Schengen, mais alors ce système Schengen, pour nous, c'est la fin de la libre circulation en Europe. Pas du tout, excusez-moi. En tout cas pour la simplicité. Attendez, en fait. quand vous allez en Angleterre, personne va en Angleterre? Non, l'Angleterre c'est différent, mais par exemple, pour aller en Allemagne, il suffit d'une pièce d'identité pour aller en Allemagne, par exemple. Mais quand vous allez en Angleterre, est-ce que vous n'allez pas en Angleterre, vous êtes interdit d'aller en Angleterre? Il y a des millions de gens qui traversent le Channel. Mais il y a eu plein de négociations à devoir faire avec l'Angleterre. Non. Le Royaume-Uni d'ailleurs. Simplement, quand on va en Angleterre, elle n'est pas dans l'espace Schengen. On monte son passeport. Quand vous allez à Nice, on vous déshabille dans l'aéroport. Ça vous gêne pas? C'est curieux. Et donc, on ne va pas vous déshabiller pour aller en Allemagne, on va simplement vérifier votre passeport. Et ça permettra d'éviter de la délinquance, d'éviter de l'immigration clandestine et d'éviter des terroristes. Et donc, vous acceptez bien de vous déshabiller dans un aéroport, d'enlever votre ceinture, vos chaussures, pour prendre un avion pour aller à Biarritz ou à Lyon, pas à Lyon, on va en TGV, ou à Nice, ou à Toulouse, et personne n'accepterait de montrer son passeport. Mais beaucoup des terroristes étaient français, avaient des papiers français. Sauf qu'ils ont circulé partout. Et on a tous les parcours. Oui, certes, mais avec votre donnée, si on passe avec des papiers, ils seraient passés. Non, parce qu'on contrôle et on a des systèmes informatiques qui contrôlent. Et d'ailleurs, tous les pays du monde contrôlent leurs frontières. Le Maroc contrôle ses frontières, l'Algérie contrôle ses frontières, Israël contrôle ses frontières, la Russie contrôle ses frontières, le Japon contrôle ses frontières. Il y a 95%, 99% des pays du monde qui savent qu'ils rentrent chez eux. Et c'est curieux, ils ont beaucoup moins d'attentats que chez nous. Alors moi, je vous le dis, c'est mon programme. Il y aura un contrôle des frontières, ça n'empêchera pas de voyager. D'ailleurs, les jeunes comme les moins jeunes sont citoyens du monde aussi. Ils voyagent dans le monde entier, ça ne les a pas empêchés de voyager. Ça n'empêche personne de voyager que de vérifier que les délinquants, les voyous, les trafiquants de drogue, les terroristes soient mieux contrôlés. Et c'est tout ce que je veux. Voilà, il y avait juste un côté attrayant donc à l'espace Schengen. Il n'y a rien d'attrayant de se faire... D'aller dans vous un parlez pays... vous-même de citoyens du monde. Oui, et alors ça n'empêche pas de vérifier qui circule. Mais est-ce que de ne pas refermer, de partir dans la France... On referme rien. Vous voulez vraiment un contrôle... Mais, parce que si mais vous tous êtes les pays du monde se contrôlent, sauf la France. Et elle est bien, la situation française? Elle fonctionne bien?
Mais il y a d'autres pays d'Europe où ils ont moins de problèmes. Très peu, partout les peuples râlent. Partout, il y a de la misère, partout de l'immigration clandestine, partout des attentats. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Et il faut regarder ce qui se passe. Tous les pays contrôlent. J'avais le ministre marocain qui était à Paris qui disait « Mais c'est n'importe quoi, comment vous pouvez accepter un tel désordre ?» Voilà. Et il n'a pas fermé son pays, il y a des touristes, il y a du monde. Voilà. C'est une fausse idée française. Oui, il faut contrôler qui rentre chez nous. C'était plutôt pour les jeunes qui veulent aller les jeunes, ils pourront voyager ce pareil. sera moins facile si vous êtes au pouvoir et du coup. Pas du tout, on pourra aller beaucoup moins facilement dans les pays de la zone Schengen, comme par exemple. Du tout. Mais ça ne change rien. D'accord. C'était ça la précision que vous voulez avoir. Parce que vous voulez quand même encourager un mouvement européen, vous voulez le remodeler. Oui, est-ce que c'est pas aussi, ça n'encourage pas, disons, à l'image de citoyen européen? Mais ça veut rien dire, citoyen européen. Il n'y a pas de citoyen européen. Vous parlez même de citoyen du monde. Oui, parce qu'on est tous dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on circule. C'est une autre nation. La citoyenneté, c'est la démocratie. Vous ne votez pas au niveau européen. Ça n'a aucun sens. Pour le Parlement. Mais le Parlement n'a aucun sens. Il y a 75% d'abstention. Ils ne représentent rien. Et ils s'allient ensemble. Les socialistes gouvernent avec la droite. C'est quelle démocratie? Ils font toutes leurs petites magouilles ensemble et il n'y a pas de majorité. C'est absurde. Tout ça, c'est du cinéma. Ça n'existe pas. Enfin, c'est ma conviction. Si vous m'interrogez, c'est pour que je vous dise ce que je pense. Mais du coup, vous restez dans cette image, disons dans ce constat très négatif, et vous voulez quand même attirer les jeunes. Vous avez une chaîne YouTube. Vous savez que j'ai beaucoup de jeunes. Excusez-moi un instant. Vous parlez de quels jeunes? Ceux des beaux quartiers? Non. Qui voyagent? Moi, je vais vous parler des jeunes qui sont chez nous. Peut-être que la jeunesse a aussi envie d'un espoir, plutôt que quelqu'un qui nous rabâche. Mais oui, mais il y a un espoir, justement. C'est que les jeunes, mais moi je vois pourquoi il y a tant de jeunes qui nous rejoignent. Tant de jeunes. Et pourquoi je suis dans les codes de popularité les plus importantes des 18-24 ans? Mais d'un autre côté, notre micro-trottoir à la Sorbonne. Peut-être, mais la Sorbonne, c'est pas la France. Non, ça je suis d'accord, mais c'est autour de Paris qui oui. Ça récupère des étudiants de toute la France. C'est très bien, mais peut-être. Mais moi, je vous dis ce que je vois. Regardez les sondages, les codes de popularité. Mais d'un autre côté, vous allez dire que dans une autre interview, vous dites que les sondages n'ont aucun sens. Non, mais on voit bien, les codes de popularité, on les voit parce que c'est sur des longues périodes. Moi, je m'étais égal, hein. Vous voyez, moi, j'ai pas de complexe avec les jeunes. On a un nombre de jeunes incalculable qui nous soutiennent. Les jeunes des cités, les jeunes du monde rural, les jeunes Français normaux qui n'ont pas de boulot, les filles qui sont agressées dans les quartiers difficiles parce qu'elles portent une jupe, les filles qui n'ont pas le droit de rentrer dans un bar parce que c'est réservé aux hommes, ceux qui vivent dans la vraie vie. Alors bien sûr, il y a des jeunes favorisés qui peuvent voyager de par le monde, faire tout, ça c'est très bien. Mais il faut penser aussi à la jeunesse qui souffre. Je suis d'accord, mais c'est la jeunesse qui est rackettée dans les quartiers par des petits trafiquants de drogue. Ils veulent de l'ordre. La jeunesse, elle veut de l'ordre, elle veut un boulot, elle veut une dignité par le travail, elle veut un beau salaire. Et moi, je vais leur offrir ça. Parce que la France, elle peut être un beau pays. D'ailleurs, pourquoi il y a tant de jeunes qui s'expatrient? Pourquoi à Londres, il y a tant de jeunes filles que j'ai rencontrées qui me disent on est plus en sécurité à Londres qu'à Paris. Il y a des boulots. Et pourtant, la vie n'est pas facile à Londres. Eh bien, ils y vont. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème chez nous. Donc moi, je veux qu'il y ait du boulot, je veux relancer l'emploi, je veux favoriser les entreprises qui produisent en France, je veux stopper l'immigration de complaisance et sociale, je veux que les jeunes Françaises et les jeunes Français soient protégés. Je veux leur donner un beau destin. Pour qu'il y ait tout ça, donc il va falloir parler de l'université, parce que c'est là où tout commence, c'est là où on se forme, on va un peu changer de sujet un peu plus... Ouais. Mais c'est pas... non, c'est un sujet grave. Tout aussi important, tout à fait. Dit le contraire. Donc en fait, pour l'université, vous voulez vraiment la remodeler. Vous voulez doubler le nombre d'heures en L1 et L2, vous voulez que la présence soit obligatoire, vous voulez limiter le nombre de redoublements. Donc finalement, vous voulez en faire une classe préparatoire pour tous. Donc qu'est-ce qui vous dérange Je veux simplement... dans le modèle de l'université actuelle? D'abord, je veux qu'on arrête la loi de l'argent à l'université qui est en train de gangréner, c'est-à-dire que les droits d'inscription sont trop chers. Je veux arrêter cette privatisation de l'enseignement public. Et notamment de beaucoup de formations pas universitaires, qualifiantes, qui sont de plus en plus chères. Le nombre de jeunes que je vois qui, pour avoir un métier, veulent faire une formation qualifiante dans quantité de domaines, qui sont pompés par des écoles très chères, leurs parents se saignent. C'est un vrai problème social. Donc je veux mettre un coup d'arrêt à ça et je veux qu'on garde un enseignement supérieur public et qu'on arrête la tendance des universités et des écoles à toujours faire payer, notamment à faire payer les concours, ce qui est un scandale absolu. Premier point. Ouais. Deuxième point, je veux remettre un peu plus de mérite et de contrôle à l'université parce qu'on trompe les jeunes en leur faisant croire qu'ils peuvent rester éternellement dans des voies qui sont sans issue. Et je pense qu'il faut que le bac soit revalorisé,
qu'ils servent d'ouverture à toutes les universités. Donc il faut remonter le niveau du bac, arrêter la démagogie qu'il y a eu depuis 20 ans sur le bac. Tout part de la base. Il faut améliorer le CP, il faut améliorer le primaire, il faut améliorer le collège, il faut des voies d'apprentissage plus tôt, il faut des voies d'alternance, mais il faut que les entreprises jouent le jeu et qu'il y ait des stages, parce que les jeunes ne trouvent pas de stage, donc ils passent leur vie à chercher des stages. Et puis, il faut qu'à l'université, le bac permette d'accéder à toutes les universités, mais qu'en revanche, il y ait un système, non pas de sélection, mais quand même un minimum pour éviter que des gens restent dans des voies sans issue. Mais plus concrètement pardon, sur les horaires, vu que vous voulez augmenter le nombre d'heures, imaginons, je suis une étudiante, j'ai 18 ans, j'ai un job étudiant à côté, on m'impose 40 heures par semaine et je dois être présente à tous les cours. Ça, hein. Non mais je dis, je fais un calcul très... Pas dit ça. Non mais j'ai pas dit ça, je ne propose pas ça du tout. De quoi, doubler le nombre d'heures? J'ai jamais dit doubler le nombre d'heures. C'est ce que je qu'on a lu dans votre programme L1 et en L2. Attendez, pas dans tous les cursus. Non, pas dans tous les cursus. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a certaines universités qui ont tendance à toujours réduire les heures pour faire des économies et à laisser les étudiants à l'abandon. Et que le rôle d'une université, c'est pas le self-service complet et c'est pas de laisser les étudiants sur le côté. Pourquoi il y a tant d'étudiants? Il faut quand même se poser une question quand même à un moment. Pourquoi les étudiants fuient l'université? Pourquoi les écoles payantes ont de plus en plus de personnes? Enfin, il y a un moment, il faut quand même regarder en face. Voilà, vous voulez remettre à niveau du coup un peu. Je veux, sans tomber dans l'excès, donc je veux simplement que l'école publique, l'université publique retrouve un peu de cadre pour que les jeunes ne fuient pas dans des trucs payants. C'est exactement comme dans le secondaire. Pourquoi dans les enseignements privés, il y a des listes d'attente de centaines d'élèves? Je suis dans une zone de banlieue, élu de banlieue. Moi, je suis sur le terrain. Je serai le seul maire candidat d'ailleurs. C'est curieux. Toutes les personnes qui habitent dans les cités, d'origine étrangère, souvent viennent me voir en me disant « Je vous supplie, monsieur le maire, trouvez-moi une place dans l'école privée Saint-Pierre parce qu'on ne veut pas que notre enfant aille au collège public. » Et ce sont des gens modestes. On veut sauver notre enfant. Mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je dis? Je dis que le collège et le lycée doivent être plus rigides, un tout petit peu, un peu plus de discipline, un peu plus d'ordre, arrêter les voyous, pour que les parents arrêtent d'aller dans des établissements privés. Et que l'école de la République, c'est l'école des droits et des devoirs. Je veux des bourses. Je veux développer énormément le système des bourses pour les enfants défavorisés. Les bourses, on les a jamais. Les bourses, elles sont... Et alors, le seul objectif, c'est de faire travailler les étudiants à côté. Il faut quand même essayer de réorienter les choses. Il faut davantage de bourses. Il faut que les étudiants puissent faire leurs études plus vite, s'entraîner des années dans des trucs. Et puis, il faut que les universités arrêtent de réduire les cours et qu'on n'entasse pas les jeunes dans des amphis bondés, dans des bibliothèques où on ne peut pas s'asseoir. Donc il y a une priorité nationale pour l'université, oui, parce que je crois à l'université publique. C'est tout. Vous avez parlé de fuite des étudiants. On va parler à l'étranger. Il y a un étudiant français sur 3 qui a étudié en partie à l'étranger. C'est bien ça. Pour vous, c'est quelque chose de positif qu'il faudra encourager? Ça ne me gêne pas. Simplement, il ne faut pas aller à un excès. Et l'excès, c'est quoi? C'est que souvent, il y a une barrière financière qui est très difficile pour les familles. Et puis l'excès, c'est qu'aussi les étudiants français connaissent leur pays. Et j'aimerais que parfois il y ait des stages aussi en France. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est qu'une ville moyenne, on voit ce que c'est que de vivre dans une cité quand on est un bon, bien favorisé. Hein? En parlant de stage... Donc il faut qu'il y ait des stages mêlés. Et il faut surtout que les étudiants trouvent du boulot en France. Voilà, c'est ça, on va revenir à ça, à l'insertion professionnelle. 25% des jeunes actifs sont au chômage. Et oui. Il n'y a pas une mesure très claire pour l'insertion professionnelle des jeunes dans votre programme. Si, mais parce que alors là, il faut arrêter de raconter des histoires. Toutes les mesures sectorielles n'ont jamais marché. Pour que les jeunes trouvent du boulot en France, il faut relancer l'économie française. Et moi, je m'adresse aux jeunes en adultes. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont profiter de mon programme. Et quand je dis qu'il faut relocaliser 1 million d'emplois et créer un autre million d'emplois, ça va faire du boulot pour les jeunes. Parce que si les jeunes ne trouvent pas de boulot, c'est parce qu'il y a du chômage. Et la mesure protectrice, justement, d'en finir avec Bruxelles, d'en finir avec la concurrence déloyale des travailleurs détachés, d'avoir un protectionnisme intelligent comme font tous les pays, la Corée du Sud, les États-Unis, etc., qui favorisent leurs entreprises. Les achats publics, 75% réservés aux entreprises françaises, qui produisent en France. Moi, je vais relancer la production en France. Comme M. Montebourg le proposait, comme d'autres le proposent, je veux un bonus fiscal pour les entreprises qui investissent en France. Je vais créer 2 millions d'emplois en France. Et puis je propose autre chose pour les jeunes, ceux qui n'ont pas de formation. Je propose ce que j'appelle la deuxième chance. C'est-à-dire que ceux qui sortent du système scolaire très tôt, ils auront un crédit de formation professionnelle qu'ils pourront utiliser plus tard. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui fassent 10 ans d'études payées par la collectivité, et puis d'autres, parce qu'ils ont eu un souci, un drame dans leur vie, un problème social,
qui ne puissent pas après avoir un nouveau crédit de formation professionnelle. Donc je demande une seconde chance professionnelle. Et ça, c'est révolutionnaire. Et ça, c'est bien pour les jeunes. Donc, c'est comme ça qu'on donnera de l'espoir aux jeunes. C'est en ayant du boulot dans le pays, relancer l'économie. Pour ça, il faut sortir du système européen actuel. Il n'y a que 3 candidats qui le proposent, d'ailleurs. Il y a M. Mélenchon, il y a Mme Le Pen et il y a moi. Mais moi, je le fais, je pense, avec beaucoup plus de mesures que Mélenchon ou Le Pen. Sans les excès des deux. Voilà pourquoi je pense que je suis un bon candidat. Autre question. En toute immodestie. Autre question. Alors, vous voulez abaisser la majorité pénale à 16 ans et Oui. donc appliquer des mesures coercitives assez strictes, donc l'uniforme pénitentiaire, l'isolement. Mais paradoxalement, vous conservez la majorité électorale à 18 ans. Non, pas pour les municipales, qui est baissée à 16 ans. Pour les municipales. Pour les élections municipales, oui. Alors, ils sont assez responsables à 16 ans pour aller en prison, mais pas pour élire leur président. Oh, ouais. Il s'agit très clairement d'arrêter une délinquance qui profite d'une ordonnance qui date de 1945 et de permettre à des jeunes délinquants graves d'être enfin punis par la justice et d'arrêter de terroriser leur environnement. Et donc, il n'y a aucun souci là-dessus, je n'ai D'accord. aucun Vous complexe. l'assumez totalement, d'accord. Totalement. Et du Totalement, coup, ça suffit. Ça reste que dans le punitif. Ça suffit, toujours. oui, mais ça suffit. Moi, j'en ai assez d'une minorité qui terrorise la majorité. D'accord. Et la mauvaise herbe, il faut l'enlever, rapidement, très vite. Et il faut le faire dès le début. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une capacité de réinsertion après. Ce qui se passe en Angleterre marche très bien. J'ai visité des prisons. Vous avez même un gamin de 14 ans, il a un stage de 8 jours, il vole un portable. J'ai assisté à un procès, il vole un portable, il fait 8 jours en prison. Mais pas dans une prison à la française. Dans un établissement socio-éducatif, on lui montre la limite. Et on l'aide. Et on l'aide. Et il ne recommence pas. Parce qu'il a eu une limite. Moi, dans ma ville, je supprime les aides sociales aux familles des jeunes qui commettent des délits. Et je peux vous dire, j'ai une femme qui est venue me voir avec son fils. Elle m'a dit, vous avez sauvé mon fils. Parce que dès 15 ans, vous lui avez dit stop. Et la conséquence, c'est qu'on n'a plus d'aide sociale pendant 6 mois. Et mon fils, il a compris. Vous savez où il est? Maintenant, il est à l'armée, il est militaire et c'est un garçon super. Tout le monde peut faire des conneries dans la vie. Mais ce qui est injuste, c'est de laisser des jeunes s'enfoncer dans la délinquance parce qu'on ne les punit jamais. On ne met jamais de limites. Et à la fin, ils deviennent de vrais délinquants. Si on mettait des limites raisonnables, sans excès, suffisamment tôt, on sauverait beaucoup de jeunes qui sombrent dans la délinquance, le trafic de drogue, et c'est catastrophique. Et on va passer à un autre thème qui intéresse les étudiants, qui est un petit peu plus, disons, positif, qui est la culture. Mais c'est très positif. Vous savez, pardonnez-moi, non mais régler les problèmes des Français, c'est positif. Oui, mais vous, moi, je veux les Plus régler. léger, on va dire. Voilà, mais c'est pas. Attendez, mais Oui, c'est pardonnez-moi, important, juste un point. Se faire violer dans un couloir parce que, en tant que femme, les viols ont explosé dans notre pays, c'est pas positif. Punir quelqu'un, c'est beaucoup plus positif que de laisser des types violer les filles dans les cités. C'est pour ça qu'on va Non, mais rester je au- le dis parce qu'on inverse les valeurs. On inverse les valeurs dans notre société. Et moi, je suis clair. Et je pense que les jeunes, ils sont comme les adultes, ils n'ont pas envie que le mal l'emporte sur le bien. Et surtout quand on est jeune, on a envie que les belles choses l'emportent sur les mauvaises choses. Et on a culpabilisé les jeunes de vouloir simplement que la société fonctionne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas négatif que de punir ceux qui sont dangereux. Et de leur apprendre à se comporter correctement. Du coup, on va quand même s'intéresser Alors, à la à des culture. choses plus légères. Mais, enfin, même si elle est toujours Moins grave. importante, vous voulez rendre la culture plus accessible et vous liez ça avec la révolution numérique. Oui. Vous proposez une plateforme de diffusion commune. Est-ce que c'est vraiment rendre service à la culture que de la dématérialiser Non, c'est pas la dématérialiser, c'est profiter du numérique, qui est une innovation fabuleuse, pour rendre gratuit l'accès à la culture. Le numérique permet d'écouter un morceau de musique. Alors vous le faites tous et on le fait tous. Simplement, c'est pas net. Parce qu'il y a cette idée stupide des droits d'auteur qui sont assis aujourd'hui alors que l'innovation technologique les contourne. Moi, je veux payer les auteurs. Je ne suis pas pour enlever les droits d'auteur. Je veux que les droits d'auteur soient sur une base qui correspond à la période et à l'innovation technologique. Quand on a supprimé l'impôt sur le sel ou sur les portes et fenêtres, c'est parce que c'était débile. Là, on a un impôt, le droit d'auteur, qui est assis sur la diffusion. Chaque fois qu'on regarde quelque chose, il faut payer. Je propose qu'il y ait l'accès gratuit à toutes les œuvres de l'humanité, tous les films qu'on aime, les musiques qu'on aime, et qu'en échange, on paye un droit d'accès sur son abonnement Internet, une fois pour toutes, qui pourrait être de X euros par an, et après, ça rémunérerait les auteurs, sur la base de systèmes de style médiamétrie, on saurait ce qui est fait, et ça permettrait de profiter
de numérique pour éviter que des gens fassent du fric sur des œuvres. C'est génial ce que je propose. Mais si on a accès à tout ça directement chez nous, est-ce qu'on va encore continuer à sortir, aller au musée, au cinéma? Enfin, bien sûr. Est-ce que la rendre accessible est suffisante pour la rendre attractive, cette culture? Écoutez, moi je suis désolé, de toute façon ça se fait naturellement, mais ça se fait en violation de la loi. Alors on a inventé Adopi, on a dépensé des fortunes, ça n'a pas marché. Les plateformes essayent de vous faire payer, parce qu'évidemment ils préfèrent faire payer tout de suite chaque morceau de musique. Personne ne le fait. Je suis sûr que tout le monde ici télécharge illégalement. Ça ne marche pas. C'est absurde. Donc je préfère qu'on prenne parti de l'innovation technologique, qu'on rende gratuit l'accès aux œuvres de l'humanité, et puis qu'il y a une taxe sur l'abonnement téléphonique qui rémunérera les auteurs, et ça sera beaucoup plus simple. D'accord. Autre thème, vous voulez dispenser des cours de santé et de bien-être pour sensibiliser les adolescents à la malbouffe. Mais alors un problème très concret, c'est que c'est un problème de santé, mais c'est aussi un problème d'économie. Parce que les étudiants, c'est des petites bourses. Et donc la malbouffe, c'est plus un refuge parce que c'est des prix plus compétitifs. Donc comment inciter à une alimentation plus saine avec ce problème? C'est pas facile, mais déjà je pense qu'il y a quand même une formation à faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis un contrôle des produits dans notamment les chaînes de fast-food. Voilà. Vous avez vu ce reportage effrayant sur Arte, le type qui a bouffé du McDo pendant tous les jours pendant 15 jours et tous les problèmes qu'il a. Non mais c'est un vrai problème de santé publique. Moi, vous savez, j'ai qu'une ambition, c'est de protéger les faibles et de protéger les plus modestes. Je suis un gaulliste social. Le gaulliste, c'était pas la droite du fric, c'était autre chose. Voilà, c'est ça, vous l'avez appris en histoire. Alors, on aurait une dernière question pour vous, mais qui n'est pas posée par nous. Oui. On a demandé aux différents étudiants quelles questions ils aimeraient poser aux hommes politiques. Et donc, on a une question pour vous, la question qu'ils aimeraient vous poser. Merci. C'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui, surtout en tant qu'étudiant, de se placer en fait, dans la politique d'aujourd'hui. Et même si je pense qu'on a tous des penchants pour un parti ou pour un autre, je pense qu'aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir un avis en fait et de se sentir concerné par la politique d'aujourd'hui. Donc de manière générale en fait, il faudrait que les politiques s'en mettent un peu plus en cause et fassent un peu plus attention à ce qu'ils font et ce qu'ils disent, quoi. Mais je la comprends, si j'avais son âge, je sais pas ce que je ferais. Je la comprends, mais c'est pour ça que j'essaye d'avoir un parti. J'ai créé un parti politique, que j'ai rompu avec l'UMP, que j'ai mes propres idées, qu'on a plein de gens qui nous rejoignent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut recréer une nouvelle dynamique en France. Et je vais vous dire, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on répète aux jeunes, qui sont devenus moins jeunes, que rien n'est possible, que la France est foutue, qu'il faut subir, qu'il faut obéir à l'Europe comme telle qu'elle est, à la mondialisation. Et les jeunes, on les a résignés. Et comme il n'y a pas de boulot et qu'ils vivent mal, ben on a, comment dire, abîmé la jeunesse. Ça, j'en suis convaincu, on l'a abîmé la jeunesse. Voilà. Et moi, je voudrais qu'elle ait de l'espoir, qu'on peut tout faire, on peut tout changer. Voilà. Il faut oser, il faut sortir des schémas préconçus, et puis avoir ses convictions. Et puis, c'est pas les miennes, c'est très bien, c'est le débat d'idées, puis il faut aller voter. Voilà. Il y a toujours on peut toujours voter pour quelqu'un. Il y a toujours moins pire que d'autres. Voilà. Pour conclure, en un mot, pourquoi on doit voter pour vous? Parce que j'ai un beau projet pour la France, qui est une rupture avec ceux qui nous ont gouvernés, sans les excès du Front National ou du Front de Gauche. C'est-à-dire, j'ai une rupture crédible, faisable. Je suis convaincu qu'on peut le faire. C'est l'objet de ce petit livre, 100 jours, mon agenda de président, je vous invite à le lire, où j'ai expliqué en 100 jours, chaque jour, ce que je ferai. Ça, c'est concret. Après, on peut ne pas aimer, mais au moins, vous savez ce que je ferai. C'est pas un programme où on met des numéros, 500 mesures, 200. C'est comment je ferais si j'étais au pouvoir. Et j'ai décrit les 100 jours. Je l'ai fait exprès pour que, après, vous puissiez juger. Alors, ça peut vous faire horreur, ou ça peut vous plaire, mais au moins c'est clair. Vous voyez? J'ai dit, voilà ce que je ferai. Parce qu'elle a raison, cette fille, dans l'iPad, là, elle a raison. En fait, on est perdu. On ne sait plus. Et ça, c'est fait pour détruire la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Merci.